4. 4. Ça fait un moment qu'on cause, hein. Effectivement. Bon. Donc... On n'a pas tout dit. On n'a pas commencé presque, hein. Plus on passe dans le temps, plus c'est complexe. Donc, alors on reprend. La révolution anglaise, c'était assez simple finalement, hein. Il y a des financiers qui font venir un Guignol, un Pantin, et qui... Cromwell avant. Oui, 2 Pantins. C'est 2 révolutions en fait, qui créent une banque. Pour arriver à créer la Banque de France, entre-temps, on a quand même amélioré le système, on a mis en place une société secrète qui est la franc-maçonnerie, qui va nous donner un bon coup de main quand même, hein, parce que bon, les banquiers avec leurs gros sabots, ils ne pouvaient pas passer là. Donc là, il y a la franc-maçonnerie qui est en place et qui a un rôle très important dans la Révolution française. Et la France était ancrée catholique, donc il fallait bien quelque chose pour infiltrer tout ça. Fallait infiltrer. Rappelez-vous, aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est le bac à sable, hein. Il y a bien mieux, hein. Ils ont amélioré le système, hein. Vous savez, parce que si on retombe, donc on continue l'histoire, donc on a fait la synthèse, la Révolution, ça y est en place. Nous avons donc une banque qui est chargée de siphonner les Français. La Révolution était haïe à peu près par tout le monde. Napoléon, je veux dire, bon, il y a toujours des ahuris qui ont aimé les dictateurs, hein. Vous savez, sous Napoléon, ils allaient, je dirais, à la boucherie, au son du tambour, sous Hitler, au pas de loi, c'est les mêmes. Sous Staline, c'était en chantant l'Internationale. Bon, il y a toujours eu des nostalgies qui ne valent pas plus cher l'un que l'autre. Donc, l'important pour les financiers, c'est d'avoir mis en place un système. Il y a une pseudo-restaurarchie, une restauration en France, avec 2 fallots. C'est-à-dire que quand les Vendéens ont appelé les princes de France au pouvoir, ils n'avaient pas la carrure de leur frère, Louis XVI. Et puis en fait, si on veut faire une anecdote encore, on verra que toutes les dynasties françaises quand elles n'étaient pas trop dignes, se sont arrêtées par une succession de 3 rois sans héritier. Et ça s'est arrêté donc à Charles X. Bon, Louis XVIII comme Charles X valait pas tripette, quoi, hein. Donc ils se sont entourés de conseillers de la finance, hein, faut quand même le dire. De toute façon, ils sont là maintenant. Voilà, donc ils sont là, ils sont installés, ils sont là. Donc Louis XVIII, personnage assez opportuniste et peu glorieux, on lui dit de revenir, 100 jours après... Exilé en Angleterre. Exilé en Angleterre, bien entendu, donc formaté. Napoléon arrive, trouve un zodiaque pour venir de l'île d'Elbe en France, hop, il refait les bagages, il se rebarre, hein, vite fait quoi. Hein, il a 100 pas jours. 100 jours. C'est resté mythique, hein, parce que maintenant, même dans les journaux, on voit les 100 jours de François Hollande. Voilà. C'était beau, c'est beau. C'est beau. Bon, son frère Charles X, c'est pas beaucoup mieux. Il y a 3 coups de fusil tirés en l'air, il se barre. Lui, il part. En Angleterre? Non, il part pas en Angleterre. Quand vraiment il y a la révolution de 1830. 3 glorieux. Ouais, les glorieuses, enfin, ils ont sorti le drapeau bleu, blanc, rouge, ils ont chanté la Marseillaise et l'autre il est parti, quoi. Je veux dire, bon, bref, il part et il finit, je ne sais plus dans quel endroit, en exil. Arrive enfin le roi des Français, Philippe Égalité, bon franc-maçon. Louis-Philippe Ier, frère fils du duc d'Orléans qui a voté l'assassinat de son cousin, donc chef de la franc-maçonnerie. Et là, on a enfin le personnage qu'il nous faut pour arriver quand même à la démocratie, quoi. Parce que bon, un roi, c'est pas top. C'est plus facile de corrompre un parlement. Hein, on le voit aujourd'hui,
il y a eu quelques scandales, n'importe quel lobby est présent au Parlement européen et achète qui vend des éthylotests obligatoires, un vaccin obligatoire, Important les vaccins. Important, qui l'interdiction du purin d'ortie, qui l'obligation des OGM, ils sont tous à vendre, quoi, hein, je veux dire. Donc vous comprenez bien, bon, ces rois, aussi fallot soient-ils, étaient encore gênants. Hein. Et en Amérique, il y avait vraiment l'exemple magnifique d'une démocratie quand même. Une belle démocratie. Une belle démocratie. C'était presque un exemple. C'était des pionniers, on avait fait une image. C'était les gentils cow-boys, les méchants indiens. Hein, je veux dire, donc il fallait... Sauf les noirs. Ah ouais, non, mais les noirs... ouais, non, mais le problème c'est que, en fait, allez, je vais l'envoyer celle-là parce qu'elle me brûle la langue depuis un moment. Nous avons un Premier ministre en France qui s'appelle Monsieur Ayrault, je crois, c'est Ayrault, hein. Jean-Marc. Jean-Marc, hein, mais Ayrault, pas H-A-I-Y, hein, pas... Non, même pas, A-Y. Ah, ouais, bref, c'est pas un héros, quoi, hein. Mais quand même, si, il est quand même héroïque parce qu'il a fait quand même... il a fait un musée à Nantes, c'est le musée, c'est le musée, je dirais, de la traite des esclaves. Oui, il l'a fait. Suite au commerce triomphal. Au commerce honteux, qui est honteux, il faut quand même le dire. Alors, s'il y en a un jour, je veux dire, parce que je vois les gens se battre contre les injustices, etc. Mais il y a quand même quelque chose de curieux qu'on n'a pas dit quand même dans ce commerce d'esclaves, et ceux qui ont envie peuvent consulter les archives. On a encore le nom des armateurs, des bateaux et des capitaines. Voilà, des négriers. Bon, il n'y a pas un catholique, hein, c'est un hasard. Par contre, il y a les noms des armateurs, tout ça. Et là, je ne vous dirai pas, parce que ça ne se fait pas de dire l'ethnie qui est au cœur de ce business honteux, quoi. C'est un peu les mêmes qui ont pris l'Amérique et en fait, qui leur ont appris à bien chanter dans les champs de coton quand même, parce que faut quand même dire quand même que si on a eu Michael Jackson, c'est parce quand même qu'il y a des gens qui ont appris à chanter les négros spirituels dans les champs de coton. Voilà. Ah non, parce que bon, ces pauvres Africains, ils n'ont certainement pas demandé à aller cultiver le coton en Amérique. 70 millions de morts. Oh 70 millions de morts. Hein. Donc... Enfin, de déportés, mais... Après... C'est pire que la déportation, hein, parce que, bon, bref, en train, ça allait plus vite avant. Donc, donner un conseil, un jour j'avais envoyé un mail à Soral qui m'avait dit non, non, j'ai pas besoin de référence historique, je suis au top. Dites à Dieudonné que s'il veut le nom des armateurs, de négriers, des capitaines et des bateaux, je l'ai. Ça serait assez marrant à diffuser. Bref, on retourne aux Amériques, donc ils se retrouvent dans une situation du pays des libertés, sauf pour les Indiens et les Noirs. Hein. Et les femmes. Il y avait Calamity Jane. C'est vrai. Quand même. Hein. Il fallait être propriétaire blanc pour avoir le droit de vote. Quand même. Voilà. Il fallait payer un certain impôt. Merveilleuse démocratie. Ces Américains, pour nous remercier de les avoir libérés des Anglais, ont vite compris qu'en fait, ils chantaient la même chanson, c'est le fric, le fric, le fric. Hein. Donc, au lieu d'avoir une certaine gratitude pour le peuple de France, parce que Lafayette nous voici, turlututu, chapeau pointu, hein, ça c'est pour la caméra. Donc, recommencent de bon cœur leur business avec les Anglais. Et en fait, cette fameuse... Alors, du temps où elle était encore jeune et belle, cette démocratie, il y a eu quand même quelques présidents américains qui ont expliqué que les banquiers c'était un peu la vérole de la liberté. Mais la plupart ont été assassinés. Ouais, le plus célèbre, Lincoln. Hein. Jefferson. Oui. Jefferson, c'est là. Enfin, c'est quand même la démocratie où il y a eu plus de présidents assassinés. Oui. Faut pas trop dénoncer. Non, mais surtout les présidents qui dénonçaient les banquiers. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça, faut pas l'oublier. Dénonciation, c'est... Ça se fait pas. Création de monnaie, il ne faut pas trop en parler. Voilà, donc... Faut éviter.
dans ce beau pays des libertés. Le dernier en date, le plus célèbre, c'est JFK. Voilà. Alors lui, il a fait carrément, il a mis les pieds dans le plat. Et c'est à la disposition de tout le monde. Vous pouvez voir, vous mettez JFK, complot, vous ne pouvez pas le louper. Il dit que c'est un complot. Et en plus, il en était tellement sûr qu'il a voulu supprimer le privilège de la Fed et il a même commencé à battre la monnaie d'État américaine. Il y a un décret qui a été mis en place. Le décret 1110, je crois. C'est marrant d'ailleurs. Je crois que c'est le 1110. Bon, il est passé de vie à trépas. Et le vice-président qui s'appelle Johnson. Donc JFK était encore chaud dans l'hôpital de Dallas. Que déjà, il annulait le décret qui supprimait le privilège de la Fed. De battre monnaie. De battre monnaie, voilà. Bon, bien entendu, l'assassin présumé qui a tiré on ne sait pas combien de balles devant, derrière, Lee Harvey Oswald, a lui-même été assassiné par M. Ruby, qui était, vous vous rendez compte, tuer le président des États-Unis, est un Pékin qui tue l'assassin du président des États-Unis devant tout le monde, et lui-même meurt assez rapidement d'un cancer. Foudroyant. Cancer foudroyant. Foudroyant. Important, foudroyant. Très important, foudroyant. Je reviendrai peut-être à l'occasion parce que c'est cité justement par Loïc Le Ribot qui a travaillé, qui a mis en place toute la science de l'enquête scientifique en France pour la police. Et un jour un policier qui lui a dit, mais vous savez, on a tout à fait les moyens, en jetant un peu de poudre sur le siège de quelqu'un, de le faire mourir très rapidement d'un cancer foudroyant. Et alors, au moins il explique à un scientifique où ils en sont eux, de leur côté, quoi. Donc cancer foudroyant, et après il y a le fameux rapport Warren, c'est le rapport Warren qui explique que Kennedy a été assassiné. Voilà, par un fou, ça règle tout. Bon, mais on sait d'où il vient. Ouais, on sait qui c'est Lee Harvey Oswald. Et de toute façon, Lee Harvey Oswald, il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Bon, bref. Donc, les financiers, qui ne dirigent pas le monde, ni les démocraties, bien entendu. On est en pays des libertés, on vote. Si on vote mal, on revote. Oui. Bon. On vote, ça sert. On vote, si on vote mal, on revote. Voilà. Si on dit non au traité de Lisbonne... Non, on vote même pas. Si, ça passe directement au Parlement. Au Parlement. Oui. Quand même. Oui, non, parce que là au moins, les mecs, tu leur coupes le robinet... Justifie le salaire des députés. Et les à côté. Et les à côté. Quand même. À côté. On est en démocratie. Donc ces États-Unis se retrouvent quand même... un peu barbare, sauvage, mais avec quand même, on connaissait quand même un gros potentiel, je dirais, au niveau énergétique. On commençait à savoir ce qu'était l'énergie, on commençait à savoir ce que c'était le pétrole, matières premières, étendues, baignées par le... Enfin, il y avait vraiment quelque chose, il y avait un coup à faire. Bon, les banquiers, ils avaient déjà l'Angleterre, ils avaient la France, ils avaient... qui restait à cette époque-là des casse-pieds, c'était le Saint-Empire germanique, qui restait encore en place, les Habsbourg. Mais bon, ils allaient faire le grand coup. Là, il fallait faire un grand coup, il y en a marre de ce monde d'abrutis, d'obscurantisme. Il fallait, comme la bravitude, l'éclairtitude. Il y a la bravitude, vous savez ce que c'est la démocratie. On parachute une dinde qui veut le perchoir, manque de peau, elle arrive à un endroit où elle n'a pas fait un tabac. C'est ça, la bravitude, la démocratitude. C'est parti en sanglots. C'est parti en sanglots, de toute façon les larmes étaient historiques. Bref, excusez-nous, au bistrot des fois, on se lâche un peu. Donc on arrive aux États-Unis. Alors les États-Unis avaient une particularité, c'est que 90% de la monnaie en circulation, c'est de l'argent. C'est une monnaie argent. Alors les banquiers qui ne sont pas en manque d'imagination,
ont trouvé une idée géniale, c'est dire qu'il fallait créer le bimétallisme. Là-bas, voilà, on va vous mettre en place le bimétallisme. Ils ont fait plus simple que ça d'ailleurs. En fait, ils savaient que en fait, la monnaie là-bas, donc c'était, il n'y avait pas encore en place les bons ratios de coque, la bonne banque centrale qui te donne du beau billet papier qui est talonné sur rien. Pas encore. Pas encore. Donc il fallait quand même que les gens aient le souffle de la liberté bancaire. Du progrès. Du progrès. Donc, il y avait plein de petites banques. Tout le monde pouvait s'installer banquier. C'est le pays des libertés. Alors bon, il faut créer une crise, quoi. Hein. Généralement, pour un banquier, c'est pas compliqué. Il faut une crise financière, une guerre ou une révolution. Ouais. Bon, non, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Aux États-Unis, il y a eu, en premier, qui a un peu secoué le cocotier, c'est la guerre de sécession. Hein. Abraham, qui avait commencé déjà comme à dénoncer quelques personnages qui tentaient de prendre le pouvoir à travers la financiarisation de l'économie, mais il est mort. Bon. Lincoln. Abraham Lincoln, oui. Abraham Lincoln. Mais il y avait quand même deux camps qui s'opposaient farouchement. C'était les nordistes et les sudistes. Un qui était financé par les Rothschild d'Angleterre, l'autre par les Rothschild de France. Oui. Hein? Au moins, on est sûr de financer le gagnant. Pour la thèse et l'entité. Toujours. Sinon. Les bons, les méchants, les bons sont les gagnants, les méchants sont les perdants, voilà, les horribles esclavagistes ont perdu. Il reste toujours l'argent gagné. Voilà. C'est important. Voilà. Alors je crois, si j'ai bonne mémoire, que c'est Thomas Jefferson. C'est Thomas Jefferson qui, à cette époque-là, qui était nordiste, qui disait que en fait, les banquiers étaient pires que les sudistes. Voilà. Cette crise, n'a pas suffi à mettre en place une banque. Donc après, a émergé un personnage extraordinaire qui s'appelle Rockefeller, qui a commencé à faire fortune